Bonjour à toutes et tous. Moi, je m'appelle Vincent Hénin, je suis journaliste. J'ai longtemps travaillé pour un média qui s'appelle Ouzbek Erika, qui travaille sur le futur, donc beaucoup sur ces questions d'IA, d'algorithmes et de réseaux sociaux. Et c'est pas un placement de produit, mais juste pour expliquer ma légitimité à animer ce débat. Je vais sortir un bouquin dans un mois dans la même collection que Salomé Saké, qui s'appelle Sauver l'information de la mainmise des milliardaires. Et donc effectivement, c'est un peu ce dont on va parler en ce moment. Il y a 10 ans, l'économiste française Julia Cagé avait sorti un livre qui s'appelait Sauver les médias, en disant que les médias se faisaient racheter les uns après les autres par des milliardaires. Et aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est de réussir à sauver l'information, la réalité factuelle qui est menacée, notamment par l'IA et les réseaux sociaux. Et parmi tous les sophismes avec lesquels on aborde ce sujet, on a souvent l'impression que le numérique, ça donne des clés d'entrée gratuites à un peu tout le monde. Vous savez, il suffit d'avoir deux geeks qui savent un peu coder dans un garage et avec quelques milliers d'euros, ils peuvent créer un média dissident. En réalité, même là-dedans, on retrouve les mêmes milliardaires et qui veulent une position hégémonique. Demain, à Washington, va s'ouvrir le procès de Meta, donc le groupe qui comporte Facebook, Instagram et WhatsApp pour abus de position dominante. Et dans quelques mois, ce sera Google qui passera sous les mêmes fourches codines, puis Apple et enfin Amazon, parce qu'effectivement, quand on vous parle des GAFAM, faut bien voir que dès qu'il y a un peu de concurrence, ils l'achètent et ils arrivent dans des situations de monopole qui sont extrêmement inquiétants. Jusqu'où ça va? Qui sont ces milliardaires qui investissent? Quelles sont leurs finalités? Est-ce qu'ils veulent tous nous asservir et dominer nos cerveaux? C'est de ce dont on va discuter maintenant avec nos deux invités. Maud Clavier, bonjour, tu es présidente du CNXR et productrice par ailleurs, et Pierre Friquet, tu es réalisateur, membre de MeToo Media, puisque tu as le badge avec toi, et tu as créé une start-up dans l'immersion qui s'appelle Night Immersion. D'abord, faisons un peu mieux connaissance. Maud Clavier, qu'est-ce qu'il y a derrière cet acronyme de CNXR et à quoi? Alors, c'est le Conseil national de l'AXR. En fait, c'est une fédération que nous avons montée parce qu'il y avait déjà beaucoup d'associations en France pour représenter différents pans des métiers professionnels de la réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte et métavers. On a des associations autour des chercheurs, autour de l'éducation de la formation, autour des secteurs culturels. Et du coup, il y a une dizaine d'associations. On a voulu les mettre sous un même chapeau qui s'appelle le Conseil national de l'AXR pour pouvoir être l'antenne privilégiée d'échanges avec des membres du gouvernement, des grandes institutions. Et ensuite, selon la taille des problématiques, soit les prendre en charge, soit les renvoyer vers des associations plus spécialisées. On a fait une étude de marché au bout d'un an et demi d'existence pour montrer un peu la cartographie en fait, de notre pays en termes de start-up de la XR et des institutions. Et l'idée, c'est de faire des groupes de travaux et de continuer à mener des batailles pour faire reconnaître cet écosystème un peu mieux le financer et éviter des mainmises par des milliardaires et ce genre de choses. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 exemples de vos grands sujets de plaidoyer en ce moment? Y en a un qui qui est l'investissement privé. Parce qu'en fait, en France, on a vu dans notre étude que beaucoup de personnes dans la réalité virtuelle sont financées par les financements publics. Du coup, on manque cruellement de financement privé. C'est que seulement 2% dans notre industrie, alors que c'est 10% dans la plupart des autres industries technologiques. On a des sujets autour des talents et des recrutements. C'est très difficile de former des talents à ces nouveaux métiers, des personnes qui sont entre les métiers, qui sont à la fois commerciaux et techniques. Enfin, voilà, il y a tout un pan de nouveaux métiers et de soucis de recrutement. Et troisième opus, c'est la distribution, parce qu'on a du mal à distribuer nos œuvres qui sont souvent visibles dans des situations cloisonnées. Donc, c'est ouvrir un peu ces champs. Parce qu'on pourrait les voir où, par exemple? Il y a deux grands systèmes en fait, de visionnage et de distribution. Il y a ce qu'on appelle le LBVR, Location Based VR. C'est tout ce qui se passe en extérieur. C'est des lieux de divertissement qui proposent des casques et souvent des expériences multijoueurs ou non. Et il y a le HBVR, Home-Based VR, HBVR, qui est pour les casques que nous achetons à la maison et les contenus que nous consommons seuls chez nous ou en multiplayer, mais en ligne en tout cas. C'est les deux grands modèles, on va dire. Et il y en a un des deux qui domine sur l'autre? Ou c'est 50-50? C'est très différent. Alors, en France, on a l'impression en ce moment qu'il y a un petit boom du LBVR. Il y a de plus en plus d'expériences dans cette thématique-là. Mais tout de même, c'est Meta derrière le HBVR, le principal acteur. Et du coup, il y a quand même beaucoup de contenu dans son store. Mais c'est aussi perdu dans le store parce qu'il y a moins de marketing dédié au contenu. Donc, c'est un peu difficile à dire. Je propose, pour éviter de perdre HBVR, on dira à domicile. Ça me paraît... Voilà, à domicile et en salle, si tu veux. pour être assez simple. Et donc, Pierre, donc, toi, tu es réalisateur. Donc, tu peux peut-être nous dire quelques mots de Night Immersion et puis quelques mots de MeToo Media? Oui, exactement. Donc,
alors mon nom d'artiste est Pierre, donc Pierre Friquet, c'est plutôt nom civil. Et donc j'ai créé plusieurs expériences immersives, dont une qui s'appelle Spaced Out, qui était au festival de Sundance. C'est une installation en fait avec un casque de réalité virtuelle assez atypique parce qu'il est étanche. C'est-à-dire que j'ai créé un masque de plongée immersif. C'est un peu chelou, je sais, mais c'est en gros, on va dans l'eau, on va dans une piscine et on vit une œuvre autour de Méliès, autour de la dissociation, du plaisir à la découverte. Et j'ai créé aussi d'autres projets, notamment un documentaire en fait produit par Meta, qui a subi quelques censures, et je pourrais vous raconter comment, sur des artistes et des curateurs ukrainiens en fait pendant la deuxième invasion des Russes, et donc qui a reçu un Peabody Award et nominé aussi aux Emmy Awards. Donc, comme par expérience, quand on ouvre une parenthèse, on n'y retourne jamais. Est-ce que tu peux nous expliquer les types de censure que tu as reçus? Est-ce qu'elles sont directes, indirectes? Voilà, donc c'était alors, donc ça s'appelle You Destroy, We Create. C'est sûr, donc pendant, alors c'est important le timing, l'été 2023, donc un an et demi après, donc du coup l'invasion. Et on suit des artistes, en fait, musiciens notamment. Et il y avait une musicienne qui a créé une chanson qui s'appelle, en anglais, Russia is a terrorist state. Donc la Russie est un État terroriste. Donc ça fait partie, donc au cœur de son message. C'était quelqu'un qui n'était pas politisé avant la guerre, et tout d'un coup, et elle est à fond pour alerter les gens. Et on a dû en fait utiliser quand même la musique, mais changer les paroles en fait, carrément enlever les paroles. Le titre aussi avait changé. Le titre était Russia is a terrorist state. L'État est un État terroriste. On a dû l'enlever. Et aussi, à un moment, en fait, donc, il y avait une discussion avec la productrice de Meta, en fait, qui, en gros, elle avait peur de perdre son boulot. Donc c'était en fait le service de département documentaire, de production de documentaire de Meta pour des casques de réalité virtuelle. Et elle a dit, mais Mark Zuckerberg va me virer, il va me détester, Meta va plus être accessible à la Russie. Et elle voulait aussi nous empêcher d'utiliser des archives. On voulait utiliser en fait, en gros, la parole mensongère de Poutine, quoi, que c'est juste une opération spéciale. Et nous, on voulait travailler, dans le documentaire, ça se fait, quoi, de travailler aussi le point de vue en fait de l'agresseur et d'avoir ces mots pour qu'on analyse et on critique après. Et voulait en gros faire un projet documentaire qui ne parle sur la guerre en fait, mais qui ne parle pas de guerre et qui ne dit pas qu'il y a un agresseur et un agressé. Voilà. C'était très atypique. Voilà un exemple, mais il y en a plein d'autres. Non, mais il est assez révélateur, parce que justement, quand je me documentais sur ce que font les oligarques en France, un oligarque, c'est une puissance, quelqu'un qui est très riche et qui se sert de son argent pour infléchir le cours du pouvoir politique. Donc de ce point de vue-là, il n'y a aucune raison de laisser les oligarques à l'ancienne URSS. On a le droit de dire qu'il y en a en France, et on a le droit de dire qu'Elon Musk est un oligarque. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils font très rarement de la censure directe. Il y a un cas de Bolloré qui avait censuré un documentaire du Crédit Mutuel sur le groupe Canal+, ou Jeff Bezos récemment qui a viré un cartooniste du Washington Post. Mais la plupart du temps, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font régner un climat de terreur. Et leurs sbires savent qu'il ne faut pas aborder ces thèmes-là. Donc c'est un peu ça qui t'est arrivé, toi. Pierre Bourdieu expliquait aussi, donc sociologue en fait à TF1 notamment, grande époque de TF1, années 90, du coup sur l'information, la manipulation de l'information, c'était en fait voilà ce middle management un petit peu en fait qui a peur de perdre son boulot, qui a un prêt, qui aimerait aller en vacances au Japon tous les ans, et qui connaît un peu les codes et finalement en fait va impacté sur pas mal de choses, mais de manière un peu diffuse et ainsi de suite. Quelques mots sur MeTooMedia, et puis après on va parler de ces milliardaires. Okay. Donc MeTooMedia, c'était créé. Donc je suis ambassadeur de MeTooMedia. Je m'occupe aussi de la cellule d'écoute, des boîtes à témoignages, et ainsi de suite. Et avant ça, j'étais sur une association j'ai créé des groupes de parole. Et donc MeTooMedia, c'est une association qui était notamment créée par on va dire victimes de PPDA, de Depardieu et plein d'autres. Et ça fait 3 ans que ça existe. Et on est nombreux sur des champs d'action très divers, notamment la médiatisation. Donc on accompagne les victimes, on les aide, on les oriente aussi, on les écoute. On a aussi financé des avocats, des avocates pour la poursuite judiciaire. Et aussi, donc, on travaille énormément avec les journalistes. Donc, on a médiatisé pas mal
j'aime pas le mot affaires, mais voilà, donc des affaires en gros, enfin, notamment Gérard Miller, Bourdieu. Pardon, pas Bourdieu. Pardon. Ah non. Bourdin. Oh là là, pardon. Ah non, ça c'est moche. Comment il s'appelle Bourdin? Jean-Jacques Bourdin. Voilà, exactement. Coé. Qui est vraiment genre l'anti-Bourdieu, donc ça c'est un lapsus. Voilà, et donc ça ne sera pas ma première gaffe, vous inquiétez pas. Et donc il y a Hulot aussi, et ainsi de suite, et les affaires qui vont venir. Voilà. Et donc j'étais aussi présent des actions comme on était à la une du Monde il y a un an en fait avant Cannes. Donc je faisais partie des 100 personnalités. Donc il y avait aussi Juliette Godrèche, il y avait aussi Juliette Binoche. Et voilà, on fait plein de choses et on était très présents. Et je finirai par ça sur la commission parlementaire qui a eu lieu en fait. On avait 400 personnalités du cinéma, de la télévision qui étaient convoquées. Nous, on a été très présents sur ça. Il y avait 12 membres qui ont été même témoignés. Et donc à Cannes, en fait, on va faire partie d'une table ronde aussi avec Madame Rachel Dati, peut-être Thierry Frémaux, sur la restitution, en fait, donc président de Cannes, le Festival de Cannes, sur la restitution de ce grand. Voilà, on va un peu aussi les secouer, hein, parce que c'est une table ronde. C'était important de mentionner MeToo Media parce que maintenant qu'on va un peu présenter ces milliardaires qui investissent dans l'immersif, l'IA, les réseaux sociaux, les médias en ligne, il n'y a pas de femmes et il y a quand même essentiellement des hommes qui sont assez bien avec un état du monde masculiniste. Enfin, on l'a entendu avec Donald Trump qui a donné le ton lors de sa présentation au Capitole, et puis Musk a embrayé, Zuckerberg a dit qu'il fallait plus d'énergie masculine au sein des boîtes, et en France, on n'est pas exempt de cette culture-là aussi. On voit comment Vincent Bolloré a mis sur orbite Cyril Hanouna, qui lui-même fait la promotion de ce qu'on appelle la culture du viol dans ses émissions. Donc tout ceci est lié. Toi, Maud, c'est un autre personnage qui est assez connu des initiés, mais moins de ceux qui ne s'intéressent pas à ces choses-là, que tu as ciblé cette semaine dans ta newsletter, que tu as envoyé un peu à l'écosystème. Tu leur as dit, faites attention, acteurs de l'immersif, le cheval de Troie qui arrive, il est d'extrême droite, et il s'appelle Pierre-Édouard Stérin. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu qui est ce bonhomme et qu'est-ce qu'il fait dans le secteur ? Bien sûr, alors Pierre-Édouard Stérin, c'est un milliardaire français ultra-conservateur, catholique, etc. À la base, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il a un fonds d'investissement privé qui s'appelle Otium Capital, et il a investi énormément dans plusieurs secteurs, l'éducation, la formation, la culture, les médias. Et ce qui m'a inquiété récemment et ce qui a inquiété les membres du CNXR, la raison pour laquelle on a envoyé une newsletter, c'est qu'il commence à être très actif dans le milieu de la réalité virtuelle. En fait, il a 2 fonds d'investissement. Il a un fonds qui s'appelle Otium Capital et un fonds qui s'appelle le Fonds du bien commun, qui diffuse des idées très conservatrices. En dessous de Otium Capital, il y a l'une des structures qui s'appelle Adrena, avec un H au début. Et Adrena est une structure qui elle-même a plusieurs sociétés dans lesquelles elle investit, dont l'une d'entre elles s'appelle Eclipsio. Eclipsio, ce sont des salles de diffusion d'expériences en réalité virtuelle, multijoueurs. Et du coup, ils ont aussi une société qui s'appelle Sandora, qui fait partie de ce réseau, qui est, elle, productrice des contenus, et Eclipsio qui distribue les contenus. Et ils collaborent avec quelques studios de notre réseau de professionnels. On ne sait pas s'ils étaient au courant à la base ou s'ils l'ont fait par problème financier. C'est comme je disais tout à l'heure, il y a peu de financement dans notre industrie. Donc on ignore un peu, et je voulais diffuser cette newsletter déjà pour dire que vous ne pouviez pas ne pas savoir à partir de maintenant. Et continuer à mener le débat, à évangéliser, faire connaître et apporter des actions dont je parlerai peut-être après. Mais c'est un personnage dangereux parce qu'en plus, là où ça nous inquiète particulièrement, c'est que la réalité virtuelle, c'est un médium extrêmement puissant. Dès que les gens mettent ces casques sur la tête, ça impacte cognitivement. Enfin, c'est perçu comme un souvenir, c'est de la neuroscience, ça a été prouvé par beaucoup d'études scientifiques. On en a mis quelques-unes dans notre newsletter pour appuyer le propos. Dire que si on commence à être immergé dans des environnements ultra-conservateurs ou avec des idées très conservatrices, c'est dangereux. Et on manque d'une institution comme l'Arcom dans la VR. Enfin, on n'a pas encore vraiment des canaux pour dire ça, c'est une chaîne de tel parti politique, ça, c'est tel type de contenu. Donc, nous, on lutte sur 2 aspects. C'est prévenir un maximum de financeurs pour avoir une contre-attaque financière et aussi essayer de jouer sur le côté légal, Arcom, pour avoir plus de disclaimers dans les contenus XR. Alors, comme je sais qu'il y a un grand nombre de personnalités qui n'aiment pas qu'on les rapproche ou qualifie d'extrême droite, dans le cas de Pierre-Édouard Stérin, il faut rappeler qu'il n'y a pas d'ambiguïté possible. Il vient de mettre 150 millions d'euros. Il a fait fortune avec Smartbox. Donc si vous offrez parfois des cartes Smartbox en pensant faire une bonne action, vous financez l'extrême droite. Voilà. Donc à l'avenir, je sais pas, offrez des fleurs, des livres, des chocolats, ce que vous voulez, mais pas une Smartbox. Et donc il a mis 150 millions d'euros dans un projet qui s'appelle Périclès. Oui. C'est un acronyme pour
patriotes, enracinés, résistants, identitaires, catholiques, libéraux et sociaux. Tout à fait. Souverainista, petit chelem. Voilà. Et donc Périclès va viser à former des candidats d'extrême droite pour les municipales 2026 et la présidentielle 2027, pour laquelle il soutient plus l'aile Bardella et Zemmour, parce qu'il considère que Marine Le Pen est de gauche, ce qui quand même situe un peu le personnage. Il est anti-avortement, pro-peine de mort. Oui. Voilà. Donc maintenant qu'on a... Et il veut ouvrir partout des dizaines de Notre-Dame de Bétarame. C'est un peu ça son grand projet. Là, il vient d'investir beaucoup sur un grand établissement, un pensionnat privé en Sologne. Voilà. Non mixte évidemment. Comme le Bétarame des bonnes années. Voilà. C'est aussi donc, lui qui voilà. Donc maintenant qu'on a mieux fait connaissance avec lui, on voit qu'on n'a pas très envie qu'il arrive dans la XR. Est-ce qu'il y vient, d'après toi, c'est un investissement financier ou c'est de la conquête idéologique? Parce que parfois, ces investissements sont perdants. Vincent Bolloré, pour revenir à lui, perd énormément d'argent avec ses médias, mais dans sa biographie, il a dit « Moi, je suis en croisade culturelle. Je veux faire gagner mes idées. » C'est la même chose avec Pierre-Édouard Stérin. Il est en croisade culturelle, il est en soft power. Donc je pense que même s'il est perdant sur le côté réalité virtuelle, et encore il n'est pas perdant parce que les modèles qu'il est en train de mettre en place sont plutôt rémunérateurs, les salles, c'est bien parti pour que ce soit rémunérateur, mais c'est un danger extrême de soft power, et surtout que les salles Eclipsio qui diffusent seulement les productions que lui réalise, ça crée une sorte de monopole culturel, de dire voilà, on va diffuser que des contenus blancs conservateurs et pas laisser de voix, pas laisser de place aux autres récits, aux autres possibilités. C'est quoi le ticket d'entrée pour comprendre? Enfin, je veux dire, il a eu besoin d'investir combien pour avoir un monopole comme ça, de fait, sur la distribution des salles? Je ne sais plus exactement combien il a investi dans les salles, mais ça fait partie de son grand plan Périclès. J'ai pas les chiffres, mais par contre, le ticket d'entrée pour une expérience immersive comme ça, ça va entre 25 et 40 euros par personne. Il y a un flux de plus d'une centaine de personnes par heure. Enfin voilà, c'est vraiment bourrin. Et pour avoir vu certains de ces contenus, dont un sur Napoléon, c'est complètement révisionniste en fait. C'est dire à l'époque où on était un empire blanc, catho, c'était super. La révolution, c'est horrible. Enfin, c'est vraiment à sortir de la tête. En fait, c'est le Puy du Fou 2.0. Tout à fait. Et en plus, c'est lui aussi qui a investi dans la cité viking qui est en Normandie et qui fait la promotion du moment où on demandait aux vikings d'être catholiques. Voilà, c'est son grand message. Ouais, non, pour compléter aussi, pour donner... est-ce qu'on a en fait dans la salle qui ne connaissent pas du coup ce terrain du tout? Est-ce qu'on vous voulez qu'on complète un tout petit peu? Ok. Donc il y a donc pas mal d'articles, hein, ça fait d'enquêtes, c'est bien Nouvel Obs, l'UMA, Le Monde, même Figaro, en fait, en tout cas, à essayer à leur manière de comprendre en fait ce qui l'anime. Alors du coup, moi, pour préparer ce débat, en fait, je suis allé au front, quoi. Donc j'ai pu l'entendre discuter donc de qui il est, de raconter qui il est, notamment chez Pascal Praud à Europe 1 il y a 2 semaines en fait. Et donc c'est pour lui, selon lui en fait, un petit gars donc il y a un storytelling, ok. Donc je vous avertis, c'est un petit gars de province qui a commencé avec 5 000 euros, qui voulait être milliardaire en fait, et qui au bout de 20 ans en fait, après de nombreux échecs quand même, a réussi. Donc il vient du lycée public, il est gringalet, c'est la première personne qu'on prenait jamais en premier pour l'équipe de foot, et il a eu du coup le besoin, c'est tout ça que je répète ce qu'il dit, hein. Il a eu le besoin d'imaginer un monde meilleur en fait. Donc il a depuis le début voulu devenir milliardaire. Et voilà, ça c'est son storytelling un peu très proche en fait des entrepreneurs de la Silicon Valley en fait, quelqu'un qui a commencé limite dans un garage, enfin en anglais, enfin dans son garage pardon, du coup avec très peu d'argent et vraiment cette mythe de self-made man, d'être tout seul et arrivé et qu'il n'a pas peur que l'échec c'est pas un tabou et il n'a pas peur de le faire. Alors c'est un patriote entre guillemets qui est un évasé fiscal puisqu'il vit en fait dans une petite commune au bord de la Belgique et qui est donc très proche donc de extrême droite catholique. Ce qui est important aussi, c'est que il se définit lui-même d'utiliser sa fortune pour évangéliser la France. Donc il a vraiment tout un discours qui a essayé d'acheter une influence à travers des médias plutôt parce qu'il a essayé d'acheter Marianne notamment récemment, il n'a pas pu, comme les autres milliardaires, il n'a pas eu son jouet, mais il a essayé avec d'autres formes de publication, notamment c'est pas du journalisme, enfin en gros comme Néo, je me souviens bien, et aussi il a acheté une agence d'influence pardon, qui s'appelle Marmelade, il me semble.
donc avec des influenceurs et ainsi de suite. Donc il y a une sorte de mainmise sur ça. Et dans cette idée donc en fait, il faut bien comprendre aussi avec ce qu'a dit Maud pour bien compléter, parce que voilà, nous, ça fait plus de 10 ans qu'on fait de ça, de la création numérique, création immersive, et ainsi de suite. On arrive pendant longtemps, en fait, quand nous, on était, on va dire, essayer de justifier ce qu'on faisait, en fait, que non, la réalité virtuelle, ça va pas dominer le monde, on va pas devenir des robots si on essaie un casque de réalité virtuelle, on va pas. Donc, parce que souvent, il y a une phobie par rapport à ces technologies. Là, en fait, clairement, on est là-dedans. En fait, pendant 10 ans, je me suis passé mon temps à dire non, la réalité virtuelle, c'est aussi la création, c'est la poésie, c'est l'indépendance artistique. Mais en fait, là, on est clairement là-dedans. Alors, il y a quelque chose qui est très important de vital à comprendre, parce que pour compléter ce que Maud a dit, c'est ça échappe en fait au monitoring, enfin, comme l'ARCOM en fait. Ouais, c'est ça. Ça échappe aux réglementations. Voilà, la réglementation, ça attire des jeunes, 15-25 ans, c'est quelque chose de nouveau, c'est branché, c'est jeune, c'est tout ça. Mais il y a aussi quelque chose de fondamental dans le médium en soi, qui, je ne sais pas si vous avez... alors, qui n'a jamais fait de réalité virtuelle, qui n'a jamais mis un casque de réalité virtuelle? Levez la main. Ok, beaucoup. Regarde à côté. D'accord, ouais. En fait, alors, bon, c'est compliqué, mais pour faire court, c'est un médium cognitif. C'est pas un médium ou un média audiovisuel, d'accord? C'est pas juste les yeux et les oreilles, c'est cognitif. C'est-à-dire que c'est puissant pour le cerveau. C'est-à-dire qu'il y a même des tests, des implémentations médicales qu'on peut remplacer la morphine en fait avec des contenus de réalité virtuelle au moment en fait de traitement, notamment des grands brûlés pour changer les pansements de la peau. On donnait le protocole médical, s'est donné de la morphine. Il y avait une accoutumance, il y avait une dépendance, et ainsi de suite. Et la réalité virtuelle est tellement puissant que le cerveau, on met un contenu autre, qui n'a rien à voir avec, un certain style de contenu calme, agréable, qui se passe en hiver avec une belle musique, et le cerveau, voilà, et oublie les signaux de la douleur qui sont extrêmes parce qu'on vraiment on arrache l'épiderme, quoi. Donc pour vous dire ça, et je vais finir sur ce, en gros, c'est que il y a une rétention, il y a aussi la rétention d'informations, qui est que quand là vous m'écoutez, vous avez peut-être 20% d'informations qui vont rester demain. D'accord. Si vous prenez des notes, ça va augmenter, je crois, à 30. Je ne sais plus les chiffres. Si vous regardez des visuels en même temps, si on fait un truc participation, d'atelier, ça va augmenter. La réalité virtuelle, et je ne sais plus, 60, 70. J'avais même vu 80, moi. 80 dans certains... de c'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez ce terme, mais c'est-à-dire de retenir, en fait. Donc, cette information va dans un certain placement du cerveau, de la mémoire, et c'est comme si vous avez vécu quelque chose quand vous essayez un casque de réalité virtuelle. Et donc, c'est un médium cognitif. Pas du visuel, cognitif, c'est extrêmement puissant. Donc c'est vraiment cette idée donc quand on fait véhiculer des choses, il faut vraiment être bien attentionné. J'aimerais rajouter une petite chose. Pareil, il y a une étude qui s'appelle, il y a un effet qui s'appelle l'effet Proteus, qui a été pas mal montré par des études, c'est-à-dire que lorsqu'on incarne un avatar dans une expérience en réalité virtuelle, on a plus de chances de réagir comme cet avatar que si on incarne quelqu'un d'autre. On avait vu une expérience avec plusieurs personnes qui incarnaient des Einstein. Ils avaient sincèrement réussi à faire des meilleurs calculs et des meilleures performances qu'en étant des avatars de bananes. Alors si je dis ça, c'est que si on vous fait tous être dans la peau de Napoléon à une époque spécifique, ça peut aussi engendrer des idées par le personnage qu'on incarne, en plus de ce que vient de dire Pierre, que même si on n'incarne pas de personnage, c'est déjà un médium extrêmement puissant. Avec la superposition de l'effet Proteus, ça devient vraiment... extrêmement puissant en termes de neurosciences. Donc c'est pour ça qu'on est d'autant plus inquiet par l'Empire Sterrin et d'autres milliardaires qui pourraient vouloir mettre les pieds dans notre domaine. Alors justement, je vois que tu es venu avec des très bons ouvrages. Il y a une émission de critique des médias sur le Média Blast qui s'appelle Rhinocéros, et ils ont consacré un épisode à un réseau qui s'appelle le Réseau Atlas. Et le Réseau Atlas, c'est un institut de formation mondiale des extrêmes droites. Et en fait, au fond, dans la bataille qui fait rage actuellement, la principale, il y a deux différences principales. L'argent est à l'extrême droite, mais en plus, il y a le réseau. C'est-à-dire qu'il y a une fachosphère mondiale, une broligarchie mondiale. Il n'y a pas de progressosphère ou de gauchosphère, ça n'existe pas. Les gens sont distincts, et donc effectivement, il y a une lanceuse d'alerte comme Salomé Saké qui a écrit Résister. Alors, si vous allez sur la page Wikipédia de Salomé Saké, vous verrez qu'elle a marqué que c'est une journaliste engagée, alors que voilà, Jean-Jacques Bourdin n'a pas marqué que c'est un journaliste engagé du côté de l'extrême droite. C'est pas un souci, alors que elle l'est. Est-ce que quand on voit effectivement là, la menace maintenant, elle est vraiment
latente, palpable. Comme vous l'avez dit tous les deux, ils ont un peu longtemps été dans l'ombre. Pierre-Édouard Stérin, il a été parmi les premiers financeurs d'un média pour jeunes qui s'appelle Le Crayon, et il ne le disait pas. Maintenant, ils avancent tous à visage découvert. Est-ce que vous voyez quand même justement une résistance qui commence à se mobiliser dans ton milieu, par exemple? Alors, je vais faire une petite référence à justement ce livre de Saloma Sekei. Elle explique extrêmement bien comment l'extrême droite arrive à monter en puissance et comment des termes du vocabulaire qui appartenaient clairement à l'extrême droite devient de plus en plus banalisé et devient de plus en plus commun dans la sphère médiatique. Par exemple, pour parler d'un mot qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est le wokisme. À la base, le wokisme, c'est les personnes éveillées, c'est les personnes militantes, c'est les personnes qui ont envie de changer le monde. L'extrême droite a repris ce mot pour en faire des diables qui n'ont plus d'humour, qui ne savent plus rien, qui sont des espèces de bisounours écervelés. Du coup, c'est un peu dramatique, cette montée du vocabulaire. Et je pense que dans le milieu de la réalité virtuelle, comme disait Pierre tout à l'heure, on se sentait un peu dans une bulle à part, parce que justement, il n'y avait pas trop de réglementation, pas trop de distribution. Nous, on était un peu des bisounours en disant, bon, on va faire nos documentaires, nos films, on est cool, on est sympa, tout va bien. Et on ne s'attendait pas à cette grosse vague Pierre-Édouard Stérin qui arrive et qui emporte avec lui des studios qui sont des amis à nous, enfin des studios qui travaillent dans l'écosystème aussi depuis 10 ans, qui savent comment le médium marche. Et c'est ça qui est un peu dramatique pour nous. Et du coup, il y a une résistance qui arrive, mais elle arrive pour moi doucement. Enfin, je veux dire, Pierre et moi, on est parmi les premières personnes à oser parler de ce sujet en public et devant des caméras et sans avoir peur de nommer. Et il y a encore des gens qui sont un peu dans le stress, dans la peur. Donc, nous, avec le CNXR, ça peut être quoi les conséquences pour vous? C'est qu'on arrête d'acheter vos productions, qu'on arrête de vous diffuser? Alors, pour les gens qui ne sont pas dans les réseaux de Pierre-Édouard Stérin, je ne sais pas vraiment de quoi. Enfin, en tout cas, toutes les institutions publiques ne veulent pas se positionner. Par exemple, CNC, France Télé. Enfin, il peut y avoir des gens qui ont des courants de pensée similaires aux nôtres au sein de ces institutions, mais ils ne veulent pas se positionner publiquement. Beaucoup de producteurs, créateurs pourraient avoir peur que ça donne une mauvaise image à la VR et que du coup, ça empêche effectivement d'autres personnes de vouloir y aller. Enfin, comme disait Pierre, il y a quand même quelque chose où on doit beaucoup nous évangéliser pour faire accepter cette technologie et nos contenus. Donc, ça pourrait aller à l'encontre de ça. Et non, j'ai du mal à comprendre un peu la crainte des gens de notre milieu par rapport à ça. Mais en tout cas, le débat s'ouvre. Moi, j'ai senti qu'en faisant la newsletter du CNXR, les gens viennent me voir, les gens en parlent un peu plus. Donc déjà, c'est une bonne chose d'avoir évangélisé. Maintenant, on a plein d'autres choses à faire, mais c'est un bon début. Pierre, toi, t'es pas surpris de voir qu'il y a une internationale technofasciste qui arrive? Tu dis qu'effectivement, ils ont les mêmes mots d'ordre partout. Oui. Et au fond, donc, t'es plutôt comme mode surpris que pour l'instant ça se bouge pas beaucoup en face, quoi. Voilà, en fait, exactement. Donc il y a plein de choses à dire. Donc il y a moi, ce thème qui m'anime toujours, cette citation en fait du film Le Guépard, qui était un livre qui est de tout change pour que rien ne change. Donc Le Guépard, donc c'est le film de Visconti. Donc alors je sais plus l'auteur original. Lampedusa. Merci. Donc c'est-à-dire c'est une famille aristocrate, c'est ça, italienne. Salina. Voilà, qui en fait veulent voir l'unité italienne, donc du coup voient la démocratie république, en tout cas plutôt la République, et ils savent pas quoi faire. Donc pour garder en gros le pouvoir, ils deviennent en gros des démocrates. Pour faire simple, je sais pas si c'est résumé. Donc tout d'un coup, tout change pour rien ne change. Cette idée de garder, de perpétuer en fait un système de pouvoir et de dominance. Et donc là, on se retrouve. Pourquoi le titre, par exemple, c'est immersif IA réseaux sociaux, parce que en gros, on est dans ce qu'on appelle l'ICC, donc c'est-à-dire l'industrie créative et culturelle. Merci beaucoup. Donc l'innovation, la création, pour faire court, et c'est du coup des terrains, des espaces qui ne sont pas conquis. Voilà. C'est comme tout d'un coup une espèce de je sais pas, de terre à coloniser, en fait, de terre à s'approprier, en fait, pour des gens, du coup, voilà, mal intentionnés. Et donc, qui peut être aussi bien intentionnés. On peut aussi avoir des hackers, des artistes, en fait. J'ai confondé, d'ailleurs, une association qui s'appelle Elixir sur la création numérique, en fait. Et donc, nous, c'est qu'on crée de nouveaux espaces, que d'un coup, il y a l'IA, la réalité virtuelle, on le hack, on fait des choses, voilà, nouvelles et qui poussent les limites. Mais en fait, pour d'autres acteurs,
avec vraiment un agenda politique qui veulent perpétuer en fait, ou quasiment une croisade, une revanche même en fait, cette idée. Et ben du coup là les choses se passent mal. Alors j'ai aussi petite parenthèse, détour, j'ai vécu aussi en Inde, j'ai vécu 10 ans en Inde, j'ai fait mes études de cinéma, je suis allé à l'âge de 18 ans, donc ça m'a énormément impacté, enfin, c'est comme une maison pour moi. Et j'ai vu aussi la montée du fascisme, en fait j'ai vu en gros la montée du gouvernement de Modi, donc le parti politique BJP. Donc ceux qui ont tué, pour ceux qui ne connaissent pas Gandhi, c'est une longue histoire pour raconter un peu le fascisme la moderne indien, mais j'ai vu vraiment depuis 10-15 ans énormément de choses sur le même pattern en fait, le même matrix, le même moule, c'est-à-dire un mélange religieux, politique, innovation, tech, tout ça, qui vont pousser en fait des imaginaires vraiment très précis. Donc dans le cas de l'Inde sous le Modi, c'est Hindutva, c'est-à-dire l'Inde aux hindous, avec cette idée vraiment de réécrire toute l'histoire et cette idée aussi que les dieux hindous en fait ont vraiment existé, que cette mythologie en fait c'est l'histoire. Et je vais faire un parallèle après avec pour Meta et tout ça. Et en gros cette idée que l'imaginaire est l'histoire et que en fait donc ils utilisent des codes des films Marvel pour faire des livres pour enfants, des comic books, des films d'animation, des jeux vidéo pour mobile et aussi la réalité virtuelle et des spectacles shows immersifs, notamment à la Kumbh Mela, qui est le rassemblement religieux le plus important du monde. Il y avait 100 millions de personnes, c'était en janvier dernier. Bref, je ne sais pas si ça vous parle, je balance des noms indiens, mais, enfin, en hindi. Mais, donc il y a eu des spectacles en gros immersifs aussi autour de dieux hindous et cette idée de hyper révisionniste en fait même de ces spiritualités et de très restreint en fait de séduire un jeune public avec du coup voilà, avec ces messages très 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 peu tolérants. Alors du coup j'en parle parce que en fait il y a pour vraiment bien comprendre des milliardaires, donc j'ai eu l'occasion d'en rencontrer et beaucoup d'amis aussi dans la Silicon Valley qui m'ont rapporté pas mal d'anecdotes intéressantes. En fait, ils sont dans ce trip donc dans une génération, en fait, nous on a été baignés en fait d'un imaginaire de science-fiction, en fait, notamment du cyberpunk, donc années 80-90, donc du livre neuromancien de quel auteur neuromancien, le livre le neuromancien de personne, pardon, le neuromanceur, mais de qui? Quel auteur nouveau? Gibson, voilà, William Gibson, jusqu'à donc Matrix par exemple, cette idée super cool que après l'an 2000 en fait, on y aura des voitures volantes, on va régler la pauvreté, on n'ira plus, voilà, en gros une espèce de techno-futurisme utopiste en fait, et donc qui a baigné aussi en fait et qui baigne en fait les Peter Thiel, les Musk, les Palmer Luckey, les Mark Zuckerberg en fait, donc tous maintenant ces milliardaires, ces agents vraiment de l'extrême droite, l'extrême droite, et qui est donc dans cette idée vraiment d'être baigné dans cet imaginaire comme si et de l'actualiser dans le monde présent en fait. Donc ce truc-là donc par exemple ce qu'on peut voir avec Elon Musk, avec ce Cybertruck, cette idée de cyberpunk, faire un truc cool, de vivre dans une autre planète, et ainsi de suite, d'émigrer sur Mars, et ainsi de suite. Pour Zuckerberg, c'est vraiment le métaverse, c'est-à-dire qu'il a même dit, en fait, il y a 10 ans, quand il avait racheté Oculus, qu'il voulait, ça va résoudre la pauvreté, parce qu'on n'aura plus besoin, en fait, d'avoir faim, nos cerveaux vont, enfin, il a dit des conneries comme ça, qu'en gros, si on voyait un plat en VR, en réalité virtuelle, on aurait moins faim, et bref, une espèce d'un truc chelou, bizarre. Et donc, pour raconter une anecdote, est-ce que c'est le moment anecdote sur Palmer Luckey? Ok. Donc, Palmer Luckey, donc pour raconter un peu l'esprit un peu de ces gens-là, en fait, qui est lié voilà, aussi au courant libertarien, que je vais revenir après, expliquer ce que c'est. C'est que tu avais cité notamment l'émission Blast de Rhinocéros, donc il parlait du courant libertarien, en fait. Donc, petite anecdote qu'on m'a racontée il y a 2 jours, un ami qui est venu à Paris, qui en fait a rencontré Palmer Luckey. Donc, Palmer Luckey, il a créé notamment Oculus, donc qui a en fait remis au goût du jour la réalité virtuelle en fait en 2012, qui a été ensuite cette startup a été rachetée 2 ans après par Mark Zuckerberg, donc pour 2 milliards, et donc c'est pour ça qu'on est là en fait, en gros, un peu cette histoire. Donc tous pareil, il était un mec un peu rejeté, qui dans son garage tout seul a créé un casque de réalité virtuelle.
Et donc là, il y a un ami qui l'a visité il y a 2 ans chez lui. Donc je peux pas révéler la raison, mais en tout cas voilà. Et puis bon, c'était très drôle parce qu'en gros, il a 2 chiens. Alors c'est Liberty et Justice, c'est 2 chiens, d'accord. Chez lui, donc il y a aucun livre, d'accord, 0 livre, c'est aucun goût d'ailleurs. Il y a grosse peinture en fait avec un aigle et un drapeau américain, tu vois. Et dans sa cave, en fait, il a une sorte de tout un truc jeux vidéo. Il a acheté tous les consoles de jeux vidéo au monde. Il a un plateau de Donjons et Dragons et ainsi de suite. Et aussi une salle secrète. Et donc, cette salle secrète, pour y accéder, il faut ouvrir un livre, comme dans Batman. Et il le dit, quoi. Et quand il m'a montré sa maison à mon ami, il a dit, ah, tiens, tu veux voir ma Batcave? Et il ouvre, là, il tire un livre. Et là, il y a une porte qui s'ouvre. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Alors, je vous laisse peut-être deviner, mais en gros, c'est un coup des bazookas, des lance-flammes, des mitraillettes partout, en fait. Et il dit, voilà, c'est comme dans Matrix, souvenez-vous, dans le premier Matrix, il y a une scène genre I want guns, et paf, il y a plein de guns, et donc là, l'étagère remplie de flingues. Et lui, donc, il a créé une start-up qui s'appelle Arendelle, je crois, qui est aussi une référence à Lord of the Rings. Et on a Peter Thiel qui a créé Palantir, qui est une référence aussi à Lord of the Rings. Et eux, ils tripent, en fait. Ils n'ont pas compris que Sauron, c'est le méchant. Et ils tripent vraiment, en gros, de faire, en fait, d'actualiser leur imaginaire dans le présent et de transformer le monde, quoi. Et je vais finir mon intervention sur ça, que cet état d'esprit des gens de la Silicon Valley, en fait, il y a un tweet il y a un mois qui est super révélateur de leur état d'esprit et pourquoi on est là. C'est, alors je vais essayer de le traduire en français, c'est pour les gens de la Silicon Valley, en fait, ils ont créé le monde moderne, ils ont créé le monde contemporain, ils ont créé les réseaux sociaux, les smartphones, ils ont créé notre monde, en fait, moderne. Et dans son tweet, c'est on a créé le monde moderne et donc c'est notre devoir de le gouverner. Et c'est vraiment ça, en fait, voilà, pour finir toutes ces anecdotes, cet esprit. Eh ben, non, mais ça prouve qu'on peut toujours aller plus loin dans le C'est néocolonialisme terrible. Là, ils veulent un néocolonialisme global. Donc bon, voilà, on va évidemment vous ouvrir la parole dans quelques instants, parce que là, donc, vous avez bien compris qu'en fait, donc c'est majoritairement une poignée de milliardaires, que des mecs, tous blancs, qui apparemment ont une adolescence malheureuse d'un point de vue amoureux, et ça a donné des conséquences tragiques plus tard. Tu es aussi venu avec le livre de Asma Mala, qui est une spécialiste de la géopolitique du numérique. Et dans ce livre, elle montre bien qu'effectivement, c'est une bataille mondiale. On le disait juste en ouverture. Là, pour le coup, c'est plus les médias qui sont menacés, puisqu'on a l'IA, les réseaux sociaux, l'immersif. C'est carrément le régime de vérité. On peut basculer. On s'est beaucoup moqué justement des régimes, des régimes dictatoriaux, en disant bah eux, ils ont un rapport biaisé à la vérité, mais c'est en train d'arriver très 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 vite chez nous. Et le problème, c'est qu'on ne maîtrise pas les algos. On ne sait pas qui les conçoit. On voit bien que depuis que Elon Musk a racheté Twitter, les contenus féministes, écologistes sont assez vite invisibilisés. On appelle ça le shadow banning. Et à l'inverse, les contenus masculinistes sont très très poussés, puisqu'il a rouvert le compte de Donald Trump ou de l'influenceur britannique Tommy Robinson, et aussi de l'influenceur britannique arrêté pour esclavage, Andrew Tate. Donc bon, on voit un peu la bataille qui est à l'horizon. Avant de donner la parole à ça, est-ce que tu peux nous redonner un petit peu d'optimisme avec Asma ? Alors, j'en suis à la moitié du livre pour information, mais c'est très intéressant et il y a déjà beaucoup d'informations. Ce qui est déjà fou à savoir, c'est que les GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, maintenant Meta, Microsoft et Amazon, représentent le 3e plus gros PIB du monde. Donc, ce sont des plateformes qui ont des moteurs de recherche, des réseaux sociaux et compagnie. Et cette influence monétaire a une conséquence politique, a une conséquence militaire même, parce que ces technologies sont utilisées dans des cadres militaires. Elon Musk a installé des Starlink partout pendant la guerre en Ukraine et a demandé la facture un peu plus tard à son gouvernement. Donc les Ukrainiens l'ont vu comme un sauveur, et en fait par la suite ce n'était pas du tout un sauveur mais un gros businessman. Et ce qui est fou avec cette influence, c'est que comme on l'a vu, souvent les milliardaires ont des idéologies un peu hors sol, et donc le fait qu'ils contrôlent ces plateformes d'information, qu'ils contrôlent la façon dont les algorithmes sont créés, qui veulent absolument avoir la main sur les technologies futures pour être certains de pouvoir les gouverner, l'IA, le métavers, tout ça, ça crée une lutte qui est parfois... on se sent vite dépassé en fait, par cette lutte. Et il y a un peu deux visions. Il y a la vision des gens qui disent il faut déserter ces plateformes, ces réseaux sociaux, ces technologies
pour ne pas cautionner en fait finalement en étant partie prenante sur ces réseaux. Et il y a un autre courant qui dirait plutôt non, il faut continuer d'y être, parce qu'en fait c'est des réseaux qui attirent aussi plein de jeunes, plein de nouvelles personnes qui ne sont pas armées, qui n'ont pas vraiment de sens critique, et du coup si on n'a pas de contrepoids sur Twitter, si on n'a pas de contrepoids en réalité virtuelle, etc., on va laisser une pensée dominante qui est celle des milliardaires qui contrôlent les techs vraiment avaler toute notre idéologie. Donc c'est important aussi de lutter sur les terrains de... Toi, tu serais plutôt de la deuxième école alors, de résister de l'intérieur. Voilà, moi je veux mettre une dynamite dans le réacteur. Est-ce qu'il y a quand même certains, parce que bon, enfin, tous les réseaux sociaux ne se valent pas, et je pense notamment à une enquête de la journaliste Pauline Ferrari, ça s'appelle Formée à la haine des femmes, où elle montre que si demain vous créez un compte TikTok et que vous êtes un homme adolescent, et que vous vous contentez de poursuivre la moyenne des publications de ce réseau, normalement en 3 minutes on va vous poster du contenu masculiniste, enfin, et donc on a bien vu comment il y a une espèce de lame de fond d'extrême droite, enfin, la personnalité politique la plus suivie sur TikTok des années-lumière devant la deuxième, c'est Jordan Bardella. Ouais. Quand tu vois ça, toi t'as pas envie de te dire bon, celui-là on leur laisse. Non, tu penses qu'il faut quand même casser le truc de l'intérieur? Alors pour ma part, je lutte essentiellement dans les domaines virtuels, augmentés, etc., donc dans ces nouvelles technologies. Je pense qu'on est encore assez tôt pour lutter en fait. Non pas que sur les réseaux sociaux ce soit déjà trop tard, mais dans les technologies immersives, vu les dangers qu'on a vus, qu'on a mis en lumière et toute l'influence que ça peut avoir, je veux lutter en faisant plusieurs choses. Donc au sein du CNXR, en faisant des choses plus politiques, mais aussi à titre personnel. J'ai fait beaucoup d'œuvres culturelles dans les métavers, donc des plateformes en ligne où les gens se rendent sous forme d'avatar, donc des concerts, des festivals, et je trouve que de créer en fait des œuvres culturelles sur tous ces formats, en intelligence artificielle aussi pour essayer d'avoir des imageries moins clichés. Dès qu'on demande à une intelligence artificielle de représenter un Iranien, elle nous fait une triple barbe et les rubans. Enfin, dès qu'on lui demande une femme africaine, c'est tout de suite des formes très rondes et généreuses. Donc voilà, il y a toute une chose à faire pour décoloniser un peu ces technologies, les rendre plus inclusives, les rendre plus diverses. Et c'est un travail de fond qui va prendre du temps, mais je veux prendre ce temps en fait. Alors, vous avez compris qu'on peut continuer très longtemps sur le sujet, mais voilà, vous êtes déplacé un dimanche après-midi, donc c'est bien normal de vous laisser parler. On a plein de temps, donc levez la main pour qui a la première question. Soyez pas timide. La première question est toujours difficile, donc qui a une deuxième question? Voilà. Bonjour, alors merci, c'est très intéressant. Vous êtes beaucoup dans la dénonciation, voire la caricature. Enfin, caricature, non, tout est sourcé, mais dénonciation, oui. Oui, et bon, quelles sont les alternatives en fait possibles? Parce que si on prend quelques réseaux sociaux comme Mastodon ou Blue Sky, qui ne sont pas très fréquentés, après c'est difficile, et je suis d'accord avec vous, il faut parfois ne pas déserter et rester sur les principaux réseaux sociaux pour voir ce qui s'y passe en tout cas. Pour moi, c'est un peu un double combat. C'est à la fois rester sur les réseaux sociaux populaires pour continuer d'avoir des voix diversifiées, mais aussi commencer à s'intégrer aux nouveaux réseaux sociaux. Alors bon, moi, je ne suis pas du genre à avoir 10 réseaux sociaux non plus, c'est fatigant, mais je suis sur Blue Sky, par exemple, parce que j'estime que c'est un réseau social qui n'est encore pas aux mains des mauvaises personnes et sur lesquelles on peut dire des choses intéressantes. Mais c'est délicat. En tout cas, je pense que les alternatives, pour parler côté réalité virtuelle, pendant plus d'une dizaine d'années, on était des créateurs de contenu, beaucoup de sociétés et de structures étaient dans la création de contenu. Et maintenant, on commence, il y a eu un appel à projet France 2030 pour financer justement la distribution, que ce soit des logiciels ou des salles de distribution. Donc je pense que d'avoir une stratégie un peu long terme où on monte crescendo vers des solutions souveraines, quitte à créer nos propres réseaux sociaux, créer nos propres intelligences artificielles, à échelle plutôt européenne que française, sinon on ne fera pas le poids, mais c'est un peu une double stratégie. C'est continuer à créer du contenu inclusif, diversifié sur les plateformes qui sont déjà mangées par l'ennemi et créer des alternatives en parallèle. Ce serait un peu ça ma vision. Mais juste pour vous répondre, parce que j'entends pleinement votre remarque sur le côté caricatural, c'est malheureusement la réalité qui l'est. C'est-à-dire que dans l'entre-deux-guerres, on dénonçait déjà les 200 familles donc les 200 familles, c'était les 200 familles les plus riches de France qui possédaient un grand nombre de titres. Mais effectivement, il y avait 200 familles. Aujourd'hui, il y a 10 oligarques. En France, vous avez 10 oligarques, 11 avec Sterrin, Arnaud Bolloré, Drahi, Rodolphe Saadé, etc., qui possèdent 90% des grands médias nationaux hors pôle public. Il faut remercier le pôle public et les quelques médias indépendants. Ils ont 90% des grands médias, toutes les chaînes de télévision privées. Ils ont désormais aussi les réseaux sociaux.
Ils ont 50, à seulement 2 milliardaires, Kretinsky et Bolloré, ils possèdent 55% des maisons d'édition. Ils ont aussi la plupart des instituts de sondage. CSA appartient à Bolloré, Ipsos au milliardaire qui a financé la campagne de Fillon, Marc Ladret de la Charrière. Et ils financent des think tanks. Donc c'est vrai que j'aimerais vous dire que c'est une caricature, mais malheureusement c'est la réalité qu'il est. Et c'est vrai que, Maud, quand même, sur les manières de résister, tout à l'heure tu évoquais l'ARCOM. Bah, on voit que effectivement le législateur peut avoir quand même une importance. Là, il a décidé de ne pas renouveler C8. Ça aurait été bien qu'il renouvelle pas CNews aussi. Mais est-ce que dans la réalité virtuelle, on pourrait se dire, voilà, bah, on arrête, on met des monopoles, on met des limites. Et il y a une question là juste après. Oui, en fait, je trouve que ça fait super peur, que c'est super décourageant. Et c'est super décourageant dans le sens où ça montre bien qu'on est très loin de gagner l'hégémonie culturelle, en fait, la bataille des idées. Et en fait, est-ce que proposer des alternatives, est-ce que on a les moyens économiques au niveau des infrastructures, et est-ce que c'est aussi une question de souveraineté numérique? Voilà ma question. Ouais, c'est très passionnant, exactement. Alors, je prends des notes. Hein, parce que, en fait, il y a déjà des choses qui existent. En fait, bon, le truc, c'est que c'est vrai que ça fait peur, mais c'est vrai que en gros, comment dire, ce qui se passe aux États-Unis, ça peut se passer ici, quoi. Et c'est pas marrant, en fait. Ce qui se passe, comment dire, je l'ai vu en Inde. J'ai vu vraiment un pays démocratique et libre et tout ça se changer, se transformer, où en fait, on met les journalistes en prison et tout le monde, et on peut pas vraiment s'exprimer. Là, vraiment, on peut pas s'exprimer, quoi. Et donc, il y a un danger, mais il y a des choses à faire. Donc, à notre échelle, chacun, en fait, à faire à son champ de capacité. Alors, comme il y a plusieurs questions, tu peux juste répéter les quelques points, désolé, parce que les moyens économiques et la souveraineté. Bah, cette idée, en fait, juste d'existence même du service public, en fait, qui est déjà noble en soi, mais que justement un des esprits plutôt libertariens veut détruire, en fait, ce courant veut même détruire cette grammaire même de ce qui fait, on est en commun avec diversité d'opinions et ainsi de suite. On aimerait que les institutions culturelles, en fait, prennent position. Enfin, Maud a cité le CNC. On aimerait qu'il y a vraiment, pas juste, non, on fait rien. Donc, CNC, ça finance le cinéma, ça finance l'animation, en partie, en fait. Alors, c'est pas les impôts, c'est lié, en fait, aussi au, c'est pas une taxe, mais le prix des billets, en fait. C'est une taxe sur les billets de cinéma. Ouais. Billets de cinéma. Et en fait, il y a cette idée des projets communs et ainsi de suite, mais là, on a des acteurs qui veulent vraiment détruire les choses basiques et le monde, en fait. Il y a vraiment, et même si on ne veut pas être politisé, il y a vraiment, on n'a pas le choix, en fait. Il y a vraiment cette idée, et c'est pour ça qu'on a l'air peut-être caricatural, mais c'est vrai qu'il y a vraiment un vrai danger, en fait, très, très, très précis. Donc, pour cette idée de ce mot souveraineté, en fait, c'est très compliqué. Alors, je suis né en Alsace, je suis à Mulhouse, à côté de l'Allemagne, de la Suisse, et j'ai jamais vraiment senti très, très français dans le sens plutôt européen, cette génération-là. Ce mot souveraineté, il est revenu très souvent depuis 10-15 ans en fait. Alors il est venu à différentes vagues, ainsi de suite. Ça a commencé un peu pour le gouvernement Sarkozy, mais aussi un peu sous Hollande, avec Arnaud Montebourg aussi. Cette idée de Made in France, de French Tech, avec ses présences internationales et du soft power en fait, d'encourager. Ensuite c'est revenu un peu avec Macron, avec Startup Nation. Donc il y a une espèce de courant qui suit, ainsi de suite. Et là, à ce terrain, on a carrément un fonds qui s'appelle Souverain Tech, il me semble, d'après mes recherches. Et on a cette idée de lutter contre les GAFAM. Voilà, donc cette idée souverain française de tech, comme on avait pu essayer de le faire avec le Minitel, avec le téléphone portable, et ainsi de suite, avec différentes tentatives, et ainsi de suite. Et voire même de Netflix à la française, j'ai le nom des différentes tentatives, Salto. Et alors, c'est là on peut glisser de l'un à l'autre, en fait. On peut glisser dans cette idée peut-être d'indépendance technologique, et on aimerait avoir cette indépendance là, quoi, pour pas être notamment piraté, espionné par la CIA notamment, je sais pas, pour quand accéder à nos données en fait, et ainsi de suite, pour garder une sorte d'indépendance et de ne pas avoir d'intervention d'un gouvernement et sans nos accords en tant que citoyen, même État.
mais ça peut aussi aller dans l'autre sens, souveraineté, ok, contre les GAFA, mais aussi avec cette idée de on ne veut pas les GAFA, on ne veut pas la Silicon Valley avec leur truc woke. C'est à peu près ça en fait qu'on peut aussi désigner. Et il y a cette idée, ouais, et très français aussi, cette idée d'être en retard en fait, et d'être idée en France, au niveau de la tech en fait, de pas de vouloir faire des trucs made in France en fait, sans forcément se donner les moyens, et en faisant un peu n'importe quoi et en créant des monstres un peu technologiques. Donc en fait, ce mot souveraineté est un peu bizarre, mais je préférais plutôt le terme indépendance technologique en fait par rapport à ça. Je sais pas si ça répond à ta question. Et juste pour vous répondre, le plus gros danger aujourd'hui, c'est pas les sites en eux-mêmes. Le problème, c'est que comme on est dans une économie de winner takes all, donc voilà, on rafle la mise. Quand la France avait lancé la plateforme Dailymotion, elle était quasi à touche-touche avec YouTube. YouTube était un peu au-dessus. Et puis après, YouTube est racheté par Google et tout d'un coup, la projection de diffusion fait que... Mais en fait, diffuser des vidéos et les mettre en ligne, on sait faire. Avoir un réseau social de mise en relation de contact, on sait faire aussi. On avait fait copain avant Facebook. Bon, vous avez vu qu'il n'y a pas exactement eu la... Parce que derrière, il y a une telle puissance capitalistique et une telle... que là-dessus, c'est fini. Mais en fait, la vraie dépendance du numérique européen, elle n'est pas là-dessus. Elle est sur le cloud et sur les serveurs. La plupart des administrations françaises reposent leurs données, y compris des données sensibles, sur le cloud d'Amazon. Parce qu'Amazon, ils sont connus pour leur petite livraison de carton, mais en fait, c'est là-dessus qu'ils sont très forts. Et donc, comment est-ce qu'on peut résister ? Chacun, à son échelle, déjà, peut soutenir l'audiovisuel public, peut acheter ses livres dans des maisons d'édition indépendantes, peut soutenir les médias indépendants. Ils vont bientôt être rassemblés dans un bâtiment à Paris qui s'appelle la Maison des médias libres. Il y en a des dizaines, effectivement. Il y a Blast, mais il y a Socialterre, il y a La Déferlante. Enfin, je ne pourrais pas vous les citer. Il y en a énormément. Et on peut aussi, très facilement, on a quand même la chance d'être un pays où il y a pas mal de liberté de loi. La raison pour laquelle C8 n'a pas été renouvelé et que CNews a failli ne pas l'être, c'est parce qu'il y a des citoyens comme vous et moi qui, dès qu'ils entendent une dinguerie, climato-négationniste, des propos sexistes, comparer l'IVG à un meurtre de masse, prennent 5 minutes en ligne pour saisir l'Arcom. Moi, je l'ai fait, ça prend vraiment 5 minutes. On peut faire ce genre de choses et il va falloir le faire, quoi. Il faut faire de l'éducation aux médias aussi chez les plus jeunes pour qu'ils apprennent à faire la différence. Mais les questions de boycott, elles sont quand même assez faciles à faire, quoi. Je voulais savoir, pour ceux qui sont totalement néophytes dans le domaine de la réalité virtuelle, comment s'initier, quel chemin au pluriel suivre? Il y a beaucoup de chemins, mais par exemple, ici, ça en est très bien. New Images, c'est un festival où vous avez des expériences en réalité virtuelle là-haut sur la canopée, qui ont été soigneusement choisies et qui ne sont pas financées par notre horrible milliardaire, qui ont des propos sympathiques. Il y a pas mal d'événements culturels qui font la promotion de ces expériences. Des fois, il y a des expériences en réalité virtuelle dans des musées, dans des lieux culturels. Il y en a de plus en plus dans les maisons de la jeunesse, dans des MJC, des médiathèques aussi. Les médiathèques maintenant ont de plus en plus de casques de réalité virtuelle. Donc j'irai ce type de lieu en évitant Eclipsio, le réseau de salles de Pierre-Édouard Sterrin. Et tu penses à un ou deux musées, par exemple ? Tu peux en citer un ou deux ? En fait, ça a été des expériences temporaires. Donc, il y a le musée d'Orsay qui a eu une expérience autour des impressionnistes. Pompidou qui a produit et diffusé une expérience qui s'appelle Noir. Mais j'ignore la prochaine programmation. Enfin, il faut voir sur les pages un peu de chaque musée. Je sais qu'il y a le théâtre de Chaillot aussi qui commence à être très actif dans les nouvelles technologies et qui va avoir un lieu permanent de diffusion et de production de choses en réalité virtuelle pour la danse. Donc ça vaut le coup de suivre un petit peu les institutions culturelles classiques qui commencent à s'y mettre. Et pour revenir un peu sur les points aussi évoqués, en fait, il y a aussi des... Enfin, il faudrait normalement des milliardaires de gauche. Il faudrait des milliardaires aussi. Exactement. Qui financent. Et il y en a, en fait... C'est un oxymore. Non, mais... Il y en a un dans le monde, il s'appelle George Soros. Mais parce que pour devenir millionnaire, on paye ses impôts, mais... Oui. Le point commun de tous les milliardaires, quand même, c'est qu'ils sont tous dans les Panama Papers, les Paradise Papers, les LuxLeaks et autres. Donc il y a Batman, voilà, il y a Bruce Wayne et George Soros. Donc faites avec ça, mais... Non, exactement. Non, mais oui, exactement. Derrière chaque fortune, il y a un crime. Exactement. La citation de ce style, je crois. Et en fait, non. Alors, il y a. C'est vrai que la citation récemment, la semaine dernière, j'ai lu un article dans The Guardian sur l'héritière, une des héritières en fait de Disney, qui parlait en fait si quelqu'un a besoin de plus de 999 millions d'euros, c'est quelqu'un de sociopathe. C'est-à-dire que même je vous encourage même à
à juste imaginer ou prendre le temps quelques minutes d'aller même sur Amazon, de remplir le panier de toutes les choses que vous désirez, je suis sûr que vous ne dépasserez pas 1 million ou 2 millions. C'est-à-dire que c'est très difficile de dépenser cet argent. Ça veut dire aussi qu'au-delà de posséder un certain seuil, peut-être 200, 300 millions, c'est la sociopathie pure. Mais donc du coup il y a des héritiers et des héritières, et donc il y a notamment Phoebe Greenberg qui est donc alors je crois que c'est pas top non plus, mais c'est des mines, elle a hérité de l'argent de mines donc au Canada, mais elle a financé en fait et en gros cet argent elle finance sur différentes fondations et autres. Donc pareil, c'est ces questions morales qui s'est dit qu'est-ce que je fais, j'ai un nom qui est associé en fait à des crimes écologiques en fait d'exploiter les minerais et le pétrole au Canada, et donc du coup elle investit. Alors c'est pas par bonne conscience, elle aime aussi l'art et ainsi de suite. Alors je la connais pas personnellement, je ne fais pas sa promotion, mais depuis 10-15 ans elle a créé des centres d'art, et notamment dans l'immersion. Donc c'est un exemple qu'on a notamment. Elle produit Félix et Paul. Donc Félix pour découvrir la réalité virtuelle, en fait vous pouvez découvrir le studio Félix et Paul, basé à Montréal, qu'elle finance en fait. Elle détient 60% je crois. Et donc ils ont fait les prochaines missions d'ailleurs de la NASA en fait, et en collaboration avec Félix et Paul. Donc il y a beaucoup d'expériences de réalité virtuelle qui sont déjà produites notamment et qui vont être là. Ça c'est un petit bon exemple, un petit peu. Et voilà. Donc, excusez-moi. Merci Premier beaucoup rang. pour l'état de tous ces états. Moi, j'ai une question par rapport au Web 3. Est-ce que finalement, le fait que les technologies de l'information se décentralisent dans les années futures, peut-être, ou pas d'ailleurs, ça puisse pas dépolariser finalement la question de l'argent entre la droite et la gauche, et que ça soit pas plutôt un grand rhizome d'organisation finalement idéologique qui se crée d'une manière organisationnelle et finalement beaucoup plus démocratique, parce que... Est-ce que vous pouvez juste rappeler, pour mettre tout le monde à égalité, ce qu'est le Web 3 ? Alors le Web 3, c'est le Web qui se base sur la technologie de la blockchain et qui finalement permet d'avoir une décentralisation, on va dire de ne pas devoir dépendre des grandes boîtes, parce qu'elles se développent à travers des technologies individuelles, des mineurs. Enfin, c'est un peu vraiment pas bien expliqué, mais en tout cas, elle ne passe pas par, on va dire, les grands GAFAM, les grands groupes, et elle sort des réseaux, on va dire, mainstream, tout simplement de l'établissement de l'information, et elle est transparente parce qu'elle est visible. Chaque transaction qui est établie par un smart contract est visible sur la blockchain, et en rend Alors, j'ai un bon avis là-dessus. L'utilisation transparente. Attends, il y en a une devant, donc réfléchis à ta réponse sur le Web 3, et puis allez-y, parce que vous avez un micro, comme ça on les... Mais elle est notée, Alors moi, du coup, ce serait plutôt une question par rapport à l'intelligence artificielle, sachant qu'on vit dans un monde où on tend plutôt vers quelque chose qui auto-réfléchit, entre guillemets, qui est conscient et pense par lui-même. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose où l'intelligence artificielle prendrait des positionnements politiques diverses, et dans ce cas-là, est-ce que ce serait plutôt à craindre, ou plutôt au contraire quelque chose d'optimiste pour nous en tant que personnes qui sont engagées plutôt vers quelque chose de gauche, sachant que, à contrario, ceux qui sont aujourd'hui à la tête de ça sont des personnes de droite. Donc est-ce qu'on peut imaginer quelque chose qui va aller à contresens de ça, ou plutôt quelque chose qui va aller dans notre sens ? Alors, je veux bien répondre, et peut-être Pierre, tu peux compléter. Ça, c'est pour Pierre, il aime les milliardaires de gauche, il doit aimer l'IA, il doit aimer l'IA licorne. Mais non, on commence par le Web 3 ? Ouais, je vais commencer par le Web 3. Enfin, je vais faire un petit remix. Pour le Web 3, je dirais que c'est un peu comme pour Internet. Au début, il y a toujours une idée, enfin une idéologie qui dit « Ok, on va tout mettre à plat, tout le monde va être égal, ça va être super ». Enfin, Internet, au tout début, c'était une grande encyclopédie, en fait. Et au fur et à mesure, c'est devenu un espace où il a commencé à y avoir de la publicité, des gens qui se sont fait l'argent, des réseaux sociaux. Enfin, ça allait dans un sens incontrôlé. Le Web 3, de base, ça peut sembler intéressant pour la partie décentralisée, mais déjà, la blockchain, qui elle-même repose sur la crypto-monnaie, il faut beaucoup d'électricité pour miner, comme vous le disiez, pour créer des crypto-monnaies et créer des codes uniques. Et ça, c'est un désastre écologique. Mais bon, c'était une autre affaire. Et en fait, on a vu au moment de la bulle des NFT, il y a 2 ans, donc les NFT, c'était des œuvres d'art qui étaient complètement digitales et qui fonctionnaient un peu comme le marché de l'art classique, dire voilà, il y a une édition limitée de 20 tableaux, on les vend sous forme digitale et on fait des enchères et les personnes les achètent.
Et il y a eu des traders, des personnes qui ont fait de la spéculation, des personnes qui ont fait du faux. Il y a eu une énorme bulle spéculative autour de ces NFT, et du coup, ces NFT n'ont pas eu d'usage clairement intéressant, politique ou autre. Après, il y a eu des démarches quand même chouettes. J'ai un ami qui a fait des œuvres d'art sous forme de NFT pour aider des Ukrainiens pendant la guerre en Ukraine et leur envoyer de l'argent par un moyen détourné. Donc on peut imaginer que dans le côté idéologique du Web3, que chaque personne est propriétaire de ses propres œuvres digitales ou ses propres... ses livres, ses médiums, il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant, mais en même temps, ça pose la question aussi de comment faire connaître les différentes démarches, parce que tout comme pour les NFT, il y a eu le site OpenSea, où il y avait beaucoup d'œuvres, et au bout d'un moment, il y en avait tellement que ça a été perdu dans la masse. Donc comment faire émerger une chose plutôt qu'une autre, on en revient à des pratiques de marketing et compagnie, et qui seront forcément détournées, donc c'est un peu complexe. Et pour rebondir sur l'IA, avant de te laisser répondre, pour moi, l'IA, en fait, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de cerveau propre. L'IA va chercher dans les datas qui sont sur le web. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on reproche beaucoup aux LLM, donc les Large Language Models, les IA comme ChatGPT ou autres, qui sont très larges, qui ont une base de données très large, d'être assez inefficaces parce qu'elles font de la statistique. Et la statistique, elle est mascue, elle n'est pas terrible à cause des réseaux sociaux et tout ça. De plus en plus, dans l'IA, on va vers des IA qui sont plus petites et plus spécialisées. Donc si on a une IA qui est spécialisée pour, faire des objets en 3D, on va lui donner une autre base de données de laquelle s'inspirer pour ensuite sortir ce qu'elle doit sortir. Et moi, c'est marrant, en 2018, j'avais fait un hackathon sur l'IA et j'avais une pensée un peu naïve où je me dis, plus tard, il y aura un métier, ce sera être dresseur d'IA. On a des individus qui sont des dresseurs d'IA, comme ça, on implémentera notre personnalité, on sera sûr qu'ils ne font pas n'importe quoi. Alors évidemment, c'était naïf et un peu bête, mais ça revient à cette idée aussi que l'intelligence artificielle, selon comment elle est nourrie, elle va avoir une différente façon de penser et de créer. Et donc, c'est aussi à nous, en tant que professionnels des technologies, de créer des intelligences artificielles qui soient du bon côté de la force. Un peu comme pour la réalité virtuelle et les autres technologies. Donc je dirais que les intelligences artificielles majeures aujourd'hui, celles qui marchent bien, ne sont pas forcément du bon côté de la force, mais l'espoir n'est pas perdu. Est-ce que tu peux répéter la question pour bien situer? Est-ce qu'on peut créer une IA woke? Oui, non. La question, c'est en fait, est-ce que l'objet est innocent en soi? Est-ce qu'un objet technologique en fait est innocent? Ça, c'est un grand débat en fait dans la philosophie. Alors, Heidegger, qui était un peu nazi, l'a beaucoup évoqué. Il y a aussi Marx, qui n'était pas nazi, qui l'a évoqué. Et donc, est-ce que l'objet est en soi en fait innocent? C'est-à-dire que est-ce qu'un couteau en soi est innocent? Mais donc, bref, il y a plusieurs vagues et perspectives de ce que c'est et ainsi de suite. C'est vrai qu'en fait, il y a un jeu miroir un tout petit peu en fait sur ce mot. En fait, il faut faire très attention des fois aux mots qui sont souvent véhiculés au final. Même le concept de réalité virtuelle en soi, ça c'est très bizarre, c'est très dissonant. Réalité ensuite virtuelle. D'ailleurs, terme inventé par Antonin Artaud, donc personnalité du théâtre dans les années 30. Mais pour revenir en fait à l'IA, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment d'IA en fait, dans le sens où si on définit comme une IA comme étant consciente et capable en fait vraiment des réflexions pures. C'est compliqué. En plus de ça, il y a plein de débats. Donc le terme en fait est toujours très très problématique. Ensuite. En fait, ça devient très compliqué, dans le sens où il y a une sorte de confusion en fait, et d'effet décidération. Donc j'ai moi-même pas la réponse en fait, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Mais il y a eu en fait des courants, notamment d'open source, offline. Donc il y a des choses qui se passent, même au niveau côté en Asie, bizarrement en fait, parce qu'on a beaucoup de focalisation sur les technologies qui viennent des startups et de la Silicon Valley. Mais il y a énormément de choses qui se passent, notamment en Inde. Donc voilà, les mots m'échappent et ainsi de suite, les noms, les références, ainsi de suite. Mais il en existe. Et ce qui est fabuleux aussi, c'est qu'on peut les entraîner et tricher avec aussi. C'est qu'en fait, Maud a décrit, ce qui sont en fait des probabilités, des statistiques. Donc en fait, on peut entraîner et en soi, c'est pas juste mauvais en fait ou bon, mais en fait de la nature même de ce que c'est pour l'instant une machine learning au final. Ces IA qui génèrent des choses, on peut finalement un peu les trimballer, les dresser en fait dans le bon sens. Donc en soi, c'est pas mauvais, mais en fait, il y a encore, c'est tellement large et on n'a pas encore trouvé de solution en fait. Gardez espoir, mais c'est pas gagné en résumé. On a encore le temps pour quelques questions, si oui.
Oui, bonjour. Je voulais savoir, est-ce qu'il existe des softs ou des immersifs avec une IA avec laquelle on pourrait parler et donc passer sa journée avec son ami artificiel, mais dans un monde virtuel? Ça commence, il y a de plus en plus d'expériences en réalité virtuelle et surtout dans les métavers, donc les plateformes en ligne, où il y a des mondes avec des avatars qui sont eux-mêmes implémentés d'une intelligence artificielle type ChatGPT. Donc on peut aller voir cet avatar, lui poser des questions, avoir une discussion, alors que c'est une IA derrière. Pour l'instant, c'est plus de l'expérimentation que grand public, mais pour avoir déjà vu quelques expériences dans ce goût-là, ça arrive. Et de plus en plus, là où l'IA va être très utilisée dans les mondes immersifs, c'est aussi la personnalisation des mondes. L'IA sait que vous aimez le rose, le kawaii ou je ne sais quoi, direct, on va arriver dans des environnements qui seront changés, qui sont métamorphosés pour nous, et le côté algorithmique peut faire un peu peur de se dire on va être un peu comme sur les réseaux sociaux, on n'est que dans la bulle de ce qu'on connaît, de ce qu'on aime bien et de plus en plus ciblé. L'IA pourrait pousser aussi en ce sens dans les mondes immersifs. Mais il y a pas mal d'expérimentations entre IA et monde immersif. Clairement, le croisement, il va être... Mais est-ce qu'il y a un risque, parce que vous évoquiez tous les deux l'effet sur le cerveau proche de la morphine. Il y a eu un certain nombre d'articles sur des ruptures amoureuses difficiles et délicates de gens qui conversaient uniquement avec leur assistant vocal, enfin Siri, quoi. Il y a même eu un film sur le sujet, je crois, avec Scarlett Johansson. Effectivement, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont dans un tel état de solitude que leur relation humaine favorite est avec une machine. Alors évidemment, si ce que tu décris est vrai, là pour le coup, ça pourrait créer de la vraie dépendance. Oui, et ça n'a même pas besoin d'être immersif pour créer de la vraie dépendance. Je veux dire, déjà, il y a des gens aujourd'hui dépendants à ChatGPT. On croise, on peut demander à ChatGPT d'être qui on veut, de lui donner une personnalité, parler avec. Il y a des gens qui disent clairement ChatGPT, c'est mon meilleur ami, ou c'est mon confident, ou mon thérapeute. On peut avoir une relation dangereuse même en 2D. Mais c'est vrai que plus ce sera immersif, plus ce sera dangereux. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important d'évangéliser, de comprendre dès maintenant et de se saisir de ces enjeux. Ouais. Oui, en fait, je me faisais une réflexion depuis quelques temps. Je ne sais pas si la comparaison elle est abusive ou pas. Mais en fait, j'ai remarqué plus que le cyberespace, ce que les cyberpunks appelaient le cyberespace, se développait. Donc maintenant, l'IA, les réseaux sociaux et tout ça. Moins on avait de droits, plus l'espace réel, l'accès au logement était difficile, moins nos salaires étaient augmentés. Et je me suis carrément posé la question si en fait l'empire numérique, c'est pas ce qu'avait fait l'opium à certains pays. Voilà. En fait, il y a quand même une misère sociale. En fait, il y a quand même un état un peu social-économique désastreux à différentes échelles. Il y a certainement une idée de manipulation de masse, c'est sûr, par le divertissement et ainsi de suite. Pendant longtemps, c'était la télévision en fait qu'on blâmait, ensuite les jeux vidéo, les réseaux sociaux, qui comportent en soi en fait, donc dans son médium même en fait des mécanismes addictifs et ainsi de suite. Il y a certainement aussi une énorme réalité sur l'IA, sur ces métiers, on va dire, d'annoter, en fait, donc notamment en France, côté plutôt Madagascar, en fait, aux États-Unis, au niveau du monde anglophone, c'est plutôt Kenya, il me semble, et Nigeria, d'entraîner, en fait, en gros, les IA, en fait, et d'annoter, parce que c'est important, et en gros, de les entraîner, en fait, entre guillemets, à être meilleurs, et ainsi de suite. Il y a en fait pas besoin. On est tellement en fait englobé dans. Alors, c'est pas que ces écrans ils soient en soi pareil maléfiques et ainsi de suite. C'est ce qu'on en fait au final. Pour l'opium, c'est vrai que c'est tout très compliqué. Alors c'est vrai que ça vient d'une citation, c'est quelque chose d'historique et c'est très difficile finalement. Je pense qu'en fait on est au-delà des références historiques. Ce qui se passe en ce moment, on peut plus puiser dans ce qui a été fait. En fait, on est dans un enjeu, un contexte tellement unique, c'est très difficile d'appliquer en fait. C'est comme voilà ça. Je pense qu'on est finalement dans une sorte de confusion en fait. C'est cet état qui en fait maintenant me poursuit en fait. Je suis confus quoi. J'ai l'impression. Tu peux comparer l'histoire en me demandant ce qui se passerait, parce que pour aller dans votre sens, c'est l'essayiste Shoshana Zuboff qui a écrit un essai vraiment très touffu sur le capitalisme de surveillance. Mais au fond, on sait depuis Jérémy Bentham et le panopticon que le rêve des gouvernants, c'est de pouvoir tout contrôler. Et la plupart des penseurs du numérique sont demandés ce qui s'était passé si Mao Zedong, Staline ou Hitler avaient eu sur la main sur
ces outils qui sont d'une puissance inouïe pour contrôler les populations. Et on voit bien que là, ce qui se passe en Chine avec le social scoring, donc, je ne sais pas si vous êtes familier de ce système-là, mais en gros, maintenant, vous avez un score numérique. Et quand vous vous comportez mal, quand vous crachez dans la rue, etc., vous perdez des points. Et à force, vous pouvez aller faire un petit tour en centre de détention, vous pouvez avoir votre visa entravé, etc. Donc, enfin, je veux dire, c'est un outil de contrôle social tellement puissant, le numérique, connaît toutes vos vies. Et ça ne fait que monter en puissance. Il y a une quinzaine d'années, il y avait une revue assez gauchiste qui s'appelait Le Tigre, qui avait raconté sur 20-25 pages la vie de Marc. Donc on savait toute sa vie qui était assez ennuyeuse. Enfin voilà, on connaissait ses sorties, combien il avait dépensé, ce qu'il avait bu, et y compris qu'il avait trompé sa femme, etc. Et le seul intérêt de ce petit article d'une 15-20 pages, c'est qu'à la fin il disait on n'a jamais rencontré Marc. En fait, évidemment on l'a anonymisé, mais on a choisi quelqu'un sur Internet, et juste avec ce que lui-même avait mis en ligne de sa vie, on arrivait à reconstituer ça. Donc imaginez effectivement des États derrière. On voit bien depuis Snowden qui avait essayé de nous alerter avec les révélations de la NSA à quel point c'est puissant. Mais oui, enfin moi j'irais dans votre sens. Ouais, j'ai vu un mème il y a quelques jours, juste pour le raconter. C'est une armée de robots qui confronte une armée d'humains. Ils commencent à s'avancer comme ça, les robots avec des armes. Et puis à un moment, il y a un robot qui a les yeux qui brillent, qui fait « Attendez, pas lui, pourquoi ? Il a dit merci sur ChatGPT. » Il y a des gens qui sont très polis avec leurs intelligences artificielles. Et j'ai même un ami qui a fait un disclaimer, genre bon, tu sais que je suis sympa, si un jour vous nous faites la guerre, pas à moi, enfin voilà, ne me touchez pas. Enfin, donc il y a un peu une histoire de réputation numérique et d'image numérique qui peut aller très loin, en fait, qui pourrait aller loin dans les interdictions et compagnie. Et c'est pour ça que ce que Pierre disait tout à l'heure, et ce qui est important, c'est les services publics, c'est l'ARCOM, c'est les institutions publiques, pour aider à garder un peu une diversité d'opinions et à pas aller dans ces entraves-là, quoi. Oui. Parce que j'ai aussi un esprit d'escalier, donc c'est vrai qu'il y a 2-3 trucs que je reviens sur ça et après je raccorde les wagons. C'est vrai que même du coup sur l'IA par exemple, celui de Twitter, j'appelle toujours Twitter, hein, parce que, donc c'est de Elon Musk, c'est Grok, c'est bien ça, Grok. Quand on demande Grok son avis sur Elon Musk ou sur la plateforme Twitter, elle va avoir un avis négatif, bizarrement. Enfin, il y a d'un coup des choses assez rigolotes. Pour l'opium aussi, il y a sur sur la guerre de l'opium notamment, c'était porté par la East Indian Company, qui était en fait une entreprise privée qui était presque aussi puissante que l'Empire britannique en fait. Et qui a été une sorte d'entreprise presque cyberpunk dans cet imaginaire en fait que les entreprises privées soient presque plus puissants que les États en fait eux-mêmes. Donc il y a ça qui me revient maintenant. Et après en fait sur ce qui pousse finalement dans cette confusion. De nouveau que je répète, c'est cette. Alors je suis désolé. Mon esprit commence à être fatigué. Mais on parle juste avant. Attends, je vous laisse la parole. Je vous laisse revenir. Je suis fatigué. Trop d'opium. Ton esprit voulait revenir à l'opium, à l'IA, au contrôle. On a le temps d'en prendre encore une ou deux dernières si votre curiosité n'est pas satisfaite. On a un peu parlé de la France, des milliardaires français et des Américains. Est-ce qu'on a des nouvelles de la Chine sur l'IA, la VR ? J'ai l'impression qu'on n'entend plus trop ce qui se passe là-bas. Et pourtant, ça se passe. Du peu que je sais, parce que je ne suis pas non plus super experte en politique chinoise, mais je sais que les gouvernements ont des stratégies très long terme sur les technologies et qu'ils ont déposé un nombre de brevets qui est supérieur aux États-Unis ces dernières années. Entre autres sur l'intelligence artificielle. Ils comptent utiliser les technologies pour leur soft power, notamment, mais ils ont une façon de vouloir imposer leur technologie dans le monde qui est très différente en fait, des Européens et des Américains. Ils n'ont pas des milliardaires vraiment idéologistes. Ils fonctionnent vraiment plutôt comme une nation. Et leur but, c'est plutôt, enfin, de ce que j'ai su jusqu'à présent, leur but a souvent été plutôt économique, c'est à dire on impose un peu nos hardware. Ils sont très forts là-bas pour construire des casques de réalité virtuelle, construire des infrastructures, et du coup, c'est imposer leur technologie et faire du business grâce à ça, plus que le soft power. Et le soft power, c'est plutôt chez eux. Par exemple, TikTok est différent chez eux et à l'extérieur en termes de ce qui est possible de diffuser et d'avoir comme information. Donc j'ai l'impression qu'ils fonctionnent un peu à deux vitesses sur cette technologie,
mais qui veulent une emprise clairement technologique, quoi. Ils veulent gagner cette bataille. Ouais. Alors alors c'est en fait tout un monde à part en fait. C'est-à-dire qu'il y a une société qui s'appelle Pico notamment, qui est détenue par ByteDance, qui est derrière TikTok en fait, la compagnie mère, et qui en fait en gros, en fait, a une sorte d'hégémonie aussi, un peu comme Meta, mais en Chine, en fait. Ensuite, il y a énormément de compagnies qui ont des casques, en fait, des noms qu'on n'a jamais entendus même. Et dès le début de 2014-2015, c'était extrêmement présent. Ensuite, maintenant, il y a des réseaux de 150 salles, je crois, voire 200 salles, de type de ce que Pierre-Édouard Stérin en fait, est en train de faire. Notamment des salles avec des contenus sur la mythologie chinoise, en fait, un peu similaire aux films, aux blockbusters chinois qu'on voit là récemment sur ces grandeurs de Chine et tout ça. Et donc, qui repoussent des envahisseurs et avec toutes ces métaphores. Donc, il y a en fait une mainmise à fond sur l'immersion. À travers aussi un autre dispositif qu'on n'a pas trop parlé, celui des vidéomapping et ainsi de suite, comme l'atelier de lumière, je ne sais pas si vous connaissez, ou autre, où c'est un autre format, on va dire, immersif, encore plus grand public, qui marchait très bien. Et ça, en Chine, là, ils sont à fond les ballons sur ce côté-là. Et cette idée vraiment aussi de revanche aussi. C'est toujours cette idée, cette narration d'un âge d'or lointain passé, détruit, avec cette idée aussi, donc souvent René Girard travaille dessus, en fait, cette idée aussi de blâmer quelqu'un, d'avoir un bouc émissaire, et soit intérieur, soit extérieur, et de pousser les choses. Donc il y a toujours ces récits aussi qui viennent là, quoi, avec ces récits du roman national, en fait. Et cette idée aussi de préserver et de retrouver une sorte de splendeur grâce à la technologie, en fait, d'être au bout de l'innovation, quoi, mais qui des fois aussi a un effet d'annonce. Alors moi, du coup, ce serait une question, mais plus une question de point de vue par rapport à quelque chose qui personnellement me fait assez peur. C'est en fait par rapport à la numérisation de la société et ce que ça implique dans le relationnel par rapport aux gens, parce qu'on voit de plus en plus de personnes, en fait, qui sont finalement déconnectées du relationnel. Et moi, personnellement, ça me fait peur, parce que c'est quand même ce qui est à la base de l'humanité et de nos liens. Et à travers pas mal de jeux vidéo, ou même juste du fait que, par exemple, les intelligences artificielles ne sont que des intelligences artificielles et pas des êtres humains. Et dans cette mesure-là, on peut se permettre, du coup, d'exercer quelque chose de très, de très froid, et même peut-être parfois violent, et complètement, en fait, déshumanisé, en fait. Est-ce que ce ne serait pas un risque assez dystopique, on va se le dire, mais qui tend quand même pas mal, surtout avec l'arrivée de contenus jeux vidéo qui commencent à être de plus en plus réalistes, mais qui finalement n'impactent pas les personnages, parce qu'on peut se permettre autant de choses qu'on veut, ça n'impacte rien, mais dans notre réalité à nous, dans le monde physique, en fait, on peut finalement adopter des comportements assez similaires, sans forcément se rendre compte de l'impact sociétal que ça peut avoir. Du coup, quel est votre point de vue là-dessus ? Alors moi, mon point de vue, je diviserai ta question en deux. On va dire, il y a la partie réseaux sociaux, que maintenant j'ai tendance à appeler réseaux solo. J'ai l'impression que tout le monde fait un peu son autopromotion et se regarde dans le miroir, en quelque sorte. Et pour moi, les vrais réseaux sociaux, c'est plutôt ce qui se passe dans les jeux vidéo et le métavers, justement. C'est les jeux en ligne ou dans des salles. C'est tout ce qui est multijoueur, c'est le fait de rencontrer des gens en ligne. En fait, ça se fait depuis des quinzaines d'années de rencontrer des gens en ligne. Mais il y a une vraie sphère sociale en ligne qu'on réalise pas trop, parce que sur les réseaux sociaux, justement, c'est plus le cas. Il y a plus le côté forum. Au début d'Internet, il y avait des forums, on parlait. Il y a encore un peu des Reddit, mais c'est pas très actif. Et du coup, personnellement, vu que je travaille beaucoup dans la réalité virtuelle sociale, ce qu'on appelle les métavers, je tiens beaucoup à cette dimension sociale. Et pour ma part, c'est pendant le Covid que j'ai commencé à aller dans les plateformes sociales. J'ai rencontré des gens du monde entier. Et ça m'a ouvert beaucoup les yeux sur des situations qui se passaient dans d'autres pays. Et il y avait moins de filtres, justement, que sur les réseaux sociaux, sur le web. Pas d'algorithme qui me traquait encore dans des plateformes comme VRChat, où on est libre d'aller visiter des mondes, de faire ami avec qui on veut. Du coup, pour moi, ce côté, que ce soit les jeux comme Fortnite, Roblox, etc. en ligne, qui ne sont pas en réalité virtuelle, ou les jeux en réalité virtuelle sociaux, ça me donne de l'espoir, en fait, pour décloisonner le côté seul. Mais je suis d'accord qu'il y a un peu un risque aujourd'hui. Il y a un grand sentiment de solitude de façon globale.
Il y a un mois, j'étais à Cuba en vacances et juste là-bas, les gens se parlent encore dans la rue, comme quand j'ai grandi en Afrique. Tout le monde est un peu dans la rue, tout le monde se parle, tout le monde est aussi coopératif les uns avec les autres. Ah bah toi, t'as telle ressource, nous on a telle chose et tout. Et c'est vrai que ça se perd un peu et que c'est compliqué le monde d'aujourd'hui là-dessus. Donc, ok, je vais essayer d'être pas l'avocat du diable, mais en gros de donner des choses positives sur la réalité virtuelle et sur le côté social. En fait, alors il y a un côté moins dépendant. La VR sociale, en fait, la réalité virtuelle sociale, elle est un tout petit peu moins dépendant que les réseaux sociaux plats, on va dire. C'est ce côté scrolling, en fait. Il n'y a pas le doom scrolling qu'on peut avoir. Il y a des choses positives dans cette notion notamment de tourisme identité. C'est un terme académique, en fait. Quand on met un casque de réalité virtuelle, on est un autre corps, en fait, et on peut choisir qui on veut. Et donc il y a plein de jeunes adolescents qui découvrent en fait, qui sont plus jugés pour qui ils sont, découvrent des facettes de leur personnalité, choisissent du coup d'être. En gros, il y a toute une cette notion aussi, enfin cette notion de plus être défini par ses attributs physiques en fait, et donc d'avoir un espace virtuel partagé, donc où on peut être qui on veut en fait. Donc il y a cette liberté qui est intéressante. Il y a notamment toute la communauté trans aussi aux États-Unis en fait, tout d'un coup explore de très jeunes en fait, au lieu de trouver une acceptation en fait parmi d'autres, de trouver finalement une forme d'empathie par d'autres inconnus du web, en étant finalement voilà tout d'un coup un autre avatar et choisir qui ils sont. Il y a des choses comme ça, des choses qui sont positives. En revanche, enfin, dans l'autre sens aussi, j'ai aussi vécu en Inde, donc, comme je l'ai dit, et donc notamment, c'est pas super non plus de vivre dans des villages où il n'y a pas d'écran, parce qu'il y a énormément aussi d'intolérance quand tu vis dans des petites communautés. Je suis sûr que vous vivez, si vous êtes propriétaire, vous êtes à Paris, dans vos appartements de copropriété, c'est aussi l'enfer les gens en IRL, comment dire. Et donc, c'est pas forcément. Voilà, il n'y a pas c'est pas l'un est bien et l'autre est mal aussi, quoi, en fait. Donc, sur ces côtés-là. Voilà. Ta question, c'est en fait le numérique, c'est ce que les Grecs appelaient un pharmacone, c'est-à-dire c'est à la fois un poison et un remède. Oui, voilà, c'est plutôt qu'il y a quelque chose d'assez. Mais il y a des choses qu'il faut qu'on choisisse. En fait, dans ta question, c'est que il y a une association qui s'appelle la Quadrature du Net, qui alerte énormément sur certaines choses qui sont en train de disparaître, où les humains sont en train de disparaître au profit uniquement du numérique. Et ça, c'est dangereux. Tu peux plus acheter un billet dans une gare SNCF à un agent, ça c'est dangereux parce que l'électronisme il est très important quand tu es à la CAF ou etc. Enfin il y a des trucs où on te dit ça c'est faisable que en ligne, ça c'est très dangereux, mais effectivement comme Pierre l'a évoqué à l'instant, on avait ouvert cette conférence avec MeToo Média. À la base MeToo c'est un hashtag et il y a eu une viralité qu'on n'a jamais vue dans l'histoire. Tout d'un coup il y a 1 milliard de femmes qui dans le monde entier se sont saisies de ces questions. On voit bien qu'il y a beaucoup de jeunes, Internet permet aussi d'ouvrir des fenêtres sur le monde comme jamais ça s'est passé par le passé. Tu vois, je ne suis pas du tout technobéa, mais c'est vrai que pour des jeunes qui naîtraient aujourd'hui on parle souvent des déserts médicaux, mais aussi des déserts culturels où il n'y a pas tout. Moi, je connais vraiment beaucoup de gens qui se sont formés à ça, donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'encourager, il faut remettre de l'humain. On ne va pas tout jeter d'Internet juste parce qu'il y a une poignée de milliardaires mâles blancs qui ont des idéologies un peu cheloues. Non, dernier point, non, on clôture. On va clôturer là-dessus, on va aller fighter les milliardaires blancs. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et tous, bon dimanche soir.